De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Eli Kuam, styliste, et de nos éditorialistes Grâce Ankidikiza et Malik Achir. Tout de suite, le dossier du jour. La mode ivoirienne s'érige désormais comme une destination phare de la mode africaine. En 50 ans, elle n'a cessé d'évoluer. Terre d'immigration, la Côte d'Ivoire a vu sa mode marquée par de nombreuses influences. Aujourd'hui, les jeunes stylistes ivoiriens s'imposent sur les podiums internationaux entre héritage de leur père et modernité. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. La Côte d'Ivoire est connue comme un haut lieu de la mode en Afrique de l'Ouest. Des créateurs célèbres comme Patéo, Angibel, Cissé Moïse ou Michel Yakis ont une réputation bien établie au plan international. Dans leur sillage, on assiste à la montée en puissance de jeunes créateurs tout aussi talentueux. Les défilés de mode et les concours donnent l'occasion au public d'admirer leurs œuvres. Le secteur de la mode est en forte croissance. De nombreuses entreprises et centres de formation donnent l'occasion aux jeunes d'apprendre les métiers de la mode. Cependant, les stylistes, designers, modélistes et autres créateurs sont confrontés à des difficultés. Les maisons de haute couture sont-elles viables économiquement? Quelle place pour les jeunes dans le rayonnement de la mode ivoirienne? Les jeunes créateurs peuvent-ils s'imposer sur le marché de la haute couture? Pour se faire un nom dans l'univers de la mode ivoirienne, les jeunes créateurs parient sur l'originalité. Ils s'inscrivent dans la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Un retour aux sources qui se traduit par l'inclusion des pagnes tissées traditionnelles dans leur création. Il fallait déjà commencer quelque part. Et comme l'Ouest de la Côte d'Ivoire avait traversé la crise, pour moi, c'était un moyen de montrer qu'à l'Ouest, il n'y avait pas que la crise seulement, c'est vrai. Il fallait vraiment montrer des belles choses comme le pagne tissé qui fait vraiment la fierté de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a la cascade, il y a vraiment des belles choses à voir. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir valoriser ce pagne tissé. Ces pagnes-là, avant, ils étaient tissés, on les retrouvait beaucoup en bleu et blanc. Et depuis un certain temps, les tisserands ont décidé d'y ajouter de la couleur. Et je trouve que ces couleurs-là sont magnifiques. Et j'ai décidé de mettre ce pagne-là en valeur en présentant des tenues sobres, classiques, faciles à porter. Les jeunes créateurs de mode ivoiriens ont des parcours similaires, même si l'itinéraire pour arriver dans la mode peut emprunter des chemins différents. À l'origine, il y a l'amour de la mode et une idée commune. La formation est la base du succès de tout créateur. J'ai toujours été aussi fasciné par tout ce qui a trait au beau. Tout ce qui a trait au beau me fascinait. J'étais tout le temps émerveillé devant une magnifique tenue. Et aussi, je pars du principe que dans la vie, on fait ce qu'on aime véritablement. Après mon baccalauréat, un choix s'imposait à moi, celui de continuer mes études ou celui d'embrasser sa carrière artistique, notamment c'est la couture. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc parallèlement à mes cours de sociologie que je vais apprendre à l'Université d'Abidjan Côte d'Ivoire, je suivais également des cours de couture. Et j'ai eu la chance de faire mon année académique en seulement une année. Et c'est parti très vite. Juste après mon année de couture, mon année scolaire en couture, un an après, je m'installe et boum, puis voilà. Pour évoluer dans l'univers de la mode, les jeunes créateurs peuvent compter sur le soutien de leurs aînés. Ces derniers sont conscients des écueils à surmonter pour réussir dans ce domaine difficile. Ils constituent des personnes ressources dont l'expérience peut servir aux jeunes créateurs. Avant de s'installer, il faut se former. Parce que bientôt, ça va arriver, on ne pourra plus s'installer tant qu'on n'a pas de formation qualifiante ou diplômante. Donc pour y arriver, il faut se former, il faut avoir des bases. Parce qu'il faut utiliser le patronage. En général, avec les patrons, on ne se trompe pas. On tombe à pic sur la tenue. Et même s'il y a des erreurs, on les rattrape sans que le client ne le sache. Le soutien des créateurs de mode confirmés est très important pour faire face aux difficultés dans la gestion d'une entreprise de mode. Beaucoup de créateurs n'ont pas accès au financement bancaire parce qu'ils évoluent dans l'informel. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire a engagé des initiatives en direction des banques, mais le risque financier est encore difficile à évaluer. Les difficultés les plus importantes, ce sont la main-d'œuvre qualifiée et l'acquisition de matériel de travail. Les personnes avec qui on travaille ne sont pas vraiment rigoureuses. Je pense qu'il faut être honnête. On n'a pas encore la rigueur. Voilà, je pense qu'il n'y a pas la rigueur, ce qui fait qu'on a du mal à pouvoir produire en grande quantité. Vous avez par exemple des tailleurs qui n'arrivent jamais à l'heure. Chacun va vous expliquer son problème. Il y a déjà ça. Et puis, on n'a pas d'usine ici pour produire en grande quantité. On n'en a pas.
Alors que si on en avait ici, ça allait pouvoir vraiment développer le prêt-à-porter. Ce sont ces difficultés-là que je rencontre. Et puis aussi, il y a le problème pour pouvoir avoir un crédit, pour pouvoir développer la marque. Ici, c'est difficile d'obtenir des crédits. La persistance des difficultés de tous ordres n'a pas un impact important sur la production des stylistes ivoiriens. Les tissus et les pagnes sont disponibles sur le marché à des coûts modérés. Cela suffit pour libérer la créativité des stylistes dans la conception de leurs œuvres. Dans le bas, vous voyez du pagne. Pour davantage rehausser toute l'architecture qui se trouve dans le pagne, nous avons mis la couleur qui est moins dominante dans le pagne, notamment le violet, pour davantage faire sortir toutes les couleurs qui se trouvent dans le pagne. Au niveau du haut, nous avons joué avec la dentelle, nous avons essayé d'accessoriser le vêtement, donc avec la dentelle, avec des pierreries, avec des paillettes, avec des rangées, des paillettes également. Et sur le côté, pour donner une petite touche fantaisie, nous avons mis ça. Ce genre de vêtements, là, on les porte en tenue de soir, dans tout ce qui est dîner, dans tout ce qui est mariage. Au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment ici en Afrique de l'Ouest, nous, les créateurs de mode, on ne dira pas que nous sommes champions dans ça, mais la palme d'or exclusivement nous revient. Le défi pour les jeunes créateurs de mode ivoiriens, c'est de passer à une échelle industrielle pour produire en masse. Le marché du prêt-à-porter constitue un bassin de croissance prometteur qui nécessite des investissements importants. Cela est indispensable pour espérer faire des bénéfices en jouant sur les économies d'échelle. Je suis arrivée à un stade où je ne peux pas satisfaire toutes les personnes qui viennent vers moi. Et je me dis que le prêt-à-porter est la meilleure façon de pouvoir atteindre le plus grand nombre. Mon objectif, comme je vous disais, c'est de vulgariser le port du pagne tissé de chez nous. J'aimerais vraiment mettre en valeur ce que nous avons dans notre culture. Notre culture, elle est très riche, elle est variée. Donc, c'est vraiment une source inépuisable. Je veux vraiment puiser dedans. Aller en Chine, fabriquer mes vêtements en grande quantité et pouvoir les distribuer un peu partout dans le monde. Les jeunes créateurs de mode ivoiriens sont pleins d'ambition. Armés de leur talent, ils veulent conquérir le monde. De plus en plus, les stylistes ouvrent des boutiques de standing pour proposer leurs modèles à la clientèle. Une première étape avant l'objectif ultime des circuits de distribution de vêtements prêts à porter à grande échelle. Pour y arriver, les jeunes stylistes ivoiriens travaillent à déployer leur talent dans des collections dont la qualité est de plus en plus irréprochable. Elie Kuam, vous êtes styliste. Est-ce que vous diriez que la mode ivoirienne a aujourd'hui pris son envol et qu'elle est reconnue au-delà des frontières africaines ? La mode ivoirienne, oui, a depuis longtemps toujours eu pour ambition de justement se démarquer des autres, parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime le vêtement, on aime les influences de l'ailleurs, donc on a toujours eu envie justement de se différencier, d'avoir quelque chose de plus fun, avec un peu plus de fantaisie, comme disait Patrick Assot tout à l'heure. On a eu l'influence de Patéo, de Gilles Touré, de Michael Kra, qui est mon parrain, par exemple, qui a travaillé vraiment dans la haute couture. Donc, il y a toujours eu cette envie, cette ambition de passer à l'étape au-dessus. Et justement, quelques-uns de mes confrères, ou en tout cas une nouvelle vague, est en train de faire, de montrer, si vous voulez, la justification de toute cette envie, permanente, grandissante, ici à Paris, aux États-Unis. Alors vous parliez de votre parrain. Est-ce que le parrainage, c'est important quand on est un jeune styliste et qu'on veut se lancer? On a toujours besoin d'un maître ou d'un professeur. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous dit, écoute, cette direction-là a déjà été vue, il est peut-être préférable de la voir autrement. C'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur. Et moi, je dirais que M. Michael Kra m'a vraiment beaucoup aidé, que ce soit au niveau des opportunités, mais surtout des conseils concernant les collections. Aujourd'hui, on a développé un prêt-à-porter, c'est sous ses recommandations, parce que finalement, quand on fait de la couture ou de la haute couture ou du prêt-à-couture, on a tendance à habiller un certain nombre de personnes et on ne peut pas développer ou passer à l'étape dont parlait la créatrice tout à l'heure, c'est-à-dire l'industrialisation. Et aujourd'hui, c'est le vrai problème en Afrique. On a besoin des soutiens
de ceux qui sont en place, comme ça se fait en Europe. Ici, ce sont les grands groupes Pinault et consorts qui financent la haute couture, et puis on voit des choses excellentes et magnifiques. Donc on a aussi besoin de ça en Afrique, et encore plus en Côte d'Ivoire, parce qu'on est vraiment près de lancer quelque chose qui va révolutionner non seulement notre économie en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout en Afrique. Dans le reportage, justement, on parlait du problème de financement. Vous diriez que c'est le principal problème aujourd'hui pour les jeunes stylistes ? Avant d'être financé, il faut être formé. Et je pense qu'il est important d'avoir la maîtrise, d'avoir, comme on dit souvent, le compas dans l'œil ou l'aiguille ou la paire de ciseaux dans l'œil. Il est important de pouvoir déceler un défaut sur une toile pendant qu'elle est en train d'être essayée, avant qu'on puisse la couper dans un tissu qui a coûté 1 000 €, par exemple, 1 mètre de dentelle. Donc le sponsoring n'est pas le seul problème, il y a la formation. Des fois, j'entends dire oui, je fais de la couture ou de la haute couture, mais tout le monde ne fait pas de la haute couture. Il y a des critères qui font que telle personne fait de la haute couture et telle autre fait du prêt-à-porter. Donc, il faut vraiment maîtriser son ensemble de définitions. Et cette formation, elle fait défaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Je ne vis pas en Côte d'Ivoire, donc je ne vais pas me permettre de juger ceux qui sont là-bas, mais pour ce que j'ai vu, oui. J'ai déjà vu des événements avec des choses un peu bizarre. Gracia, alors on va revenir à ce dont parlait Eliquam par rapport au financement, par rapport aux aides, etc. Dans les pays occidentaux, la mode, c'est une véritable industrie qui pèse lourd aujourd'hui. Est-ce que les gouvernants africains sous-estiment la portée de cette industrie ? Oui, les gouvernements africains sous-estiment. Et aussi, il faut dire qu'en Occident, la mode est financée, comme il a dit, par les groupes, souvent par philanthropie. C'est pas quelque chose qui va beaucoup rapporter. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui passent à Paris, qui viennent du monde arabe, le Moyen-Orient, des gens qui viennent même de la Chine maintenant, du Japon, qui viennent d'ailleurs, qui achètent ces modes. Alors que les Africains n'ont pas beaucoup de moyens, et les États finalement se demandent pourquoi mettre de l'argent dans un domaine qui ne va pas créer beaucoup d'emplois, qui ne va pas créer beaucoup, disons, de plus-value pour vraiment l'économie, comme ce n'est pas industrialisé, donc c'est vendu à une élite. Donc il y a ce problème vraiment il faut que les Ivoiriens, par exemple, trouvent des gens qui s'engagent, qui peuvent les financer. Il a parlé, il y a des groupes français qui sont, par exemple, là-bas, il y a Bolloré qui peut aussi aider, même si ce n'est pas dans son domaine. Moi, je pense que surtout, il faut vraiment que ça soit plus dans les milieux aisés qui commencent à financer, parce que pour moi, je suis dans le domaine des finances, j'ai du mal à m'imaginer la rentabilité vraiment à ce niveau. Oui. Si je peux me permettre, aujourd'hui, on ne parle plus de mode, on parle de mode, de design et d'une industrie. Donc, pour créer, en fait, dans la mode, il faut comprendre que pour faire un vêtement, il y a 47 étapes. Donc, il y a 47 postes à pourvoir. Si on arrive à industrialiser la Côte d'Ivoire, par exemple, ou je ne sais quel autre pays. On a l'exemple du Ghana, on a l'exemple du Mozambique, de l'Afrique du Sud, où j'ai été. Si on arrive à industrialiser, entre guillemets, la mode, on crée de l'emploi. Et ça devient une industrie. Et une industrie, automatiquement, cause à effet, rapporte de l'argent au pays. On a en Europe, c'est vrai, des gens qui sont fortunés, qui achètent des robes très chères, mais ce sont des industriels qui investissent cet argent parce que cet argent, ils le récupèrent quand ils vendent pour plus de 500 millions d'euros de parfums, de sous-vêtements, d'accessoires. Aujourd'hui, on n'est plus dans une ère où on se déguise. Aujourd'hui, on s'habille. Aujourd'hui, on porte du vêtement. Moi, je ne dis pas que je suis contre, mais mes clientes, par exemple, achètent du Chanel, achètent du Dior, achètent du Eliquam, portent du Gilles Touré, portent du Michael Kra. C'est tout ça qui fait un ensemble de définitions qui rapportent à une économie. Mais en Afrique, on a tendance, même moi, je l'ai vécu, mon père m'a dit, que vais-je dire à la famille? Donc aujourd'hui, mon père a bien compris que c'était un travail et pas une lubie. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et il est important qu'on comprenne que en formant et en mettant à disposition des éléments qui vont permettre d'industrialiser un secteur d'activité qui est
indéfinissable. Le marché africain est tellement vaste qu'on peut avoir 100... Moi, j'ai des clientes qui m'achètent dans la même journée. Elles m'achètent des vêtements, elles achètent là et là et là et là. Donc, c'est énorme. On doit arrêter de penser que c'est une lubie, que c'est un déguisement. Non, le vêtement, l'univers du textile, de la mode et du design, je demande aux chefs d'État africains, francophones en l'occurrence, de poser 2 minutes leur stylo et de faire des calculs. Si on vend un t-shirt à 10 € et qu'on en vend 1000 en une semaine sur, je ne sais pas, 2-3 villes, mais ça fait combien à la fin du mois? C'est énorme. Malik, il y a un véritable potentiel économique dans la mode africaine. Oui, bien sûr. Et je pense que, comme notre invité vient de le dire, les gouvernants africains doivent s'intéresser à cela de très près. Le problème, c'est que vous savez, en Afrique, bon, c'est dû aussi à l'histoire des pays africains. Les gouvernements n'ont pas eu toujours cette volonté de développer le secteur de la culture. La culture en général, de la mode encore plus en particulier, mais la culture a toujours été laissée de côté. Regardons les budgets qui sont attribués à la culture en Afrique. Ils sont dérisoires par rapport aux autres budgets, par rapport à l'éducation ou d'autres domaines. Donc il faut que effectivement ces gouvernants conçoivent la culture et la mode comme un secteur économique, comme un secteur qui a besoin d'investissement et non pas la culture comme un domaine élitiste. Je pense que c'est une révolution des mentalités que l'on doit avoir en Afrique. C'est en cours et Abidjan a tout pour devenir, pourquoi pas, un hotspot de la mode comme Paris, Milan ou encore New York. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. C'est une première au Mali. Une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad a rencontré une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes. La CM a également promis au président Ibrahim Boubacar Keïta de tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements. Et au Congo, les réactions se multiplient après l'annonce du référendum sur la Constitution. Le ministre de la Communication, Thierry Mungala, s'est exprimé ce vendredi sur les raisons de ce référendum. Nous allons marquer une nouvelle pause. À l'instant, la troisième partie de l'Africa News.